Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au financement pour la biodiversité. Donc ce webinaire qui va durer 1h30 environ. On a prévu deux temps principaux. Un premier temps de présentation de différents dispositifs qui s'affichent à l'écran et un deuxième temps ensuite de questions-réponses où vous pourrez librement poser vos questions. Alors on a opté pour une première phase de présentation et puis les questions dans un deuxième temps. Voilà. Alors les différentes personnes, structures qui vont faire des petites présentations ce matin, donc, les voici. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement Territoire engagé pour la nature, mais très rapidement, et également le Club des engagés. Il y aura ensuite Maëlle Bernand qui va vous présenter le Fonds vert. Maëlle travaille pour la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. On va ensuite, avec M. D'Alençon et Mme Karine Coudry, parler des financements régionaux et principalement, spécifiquement ceux de vergers de sauvegarde, pollinisateurs et renaturation. Ensuite, on parlera avec Philippine Magnin-Fézot des financements des dispositifs ABC, Atlas de la biodiversité communale. Et enfin, l'agence de l'eau RMC nous présentera également différents dispositifs de financement. C'est Madame Clotte qui nous fera cette présentation. De sélection et des... N'hésiterai pas à me faire signe pour que je passe les slides. Parfait, merci, ouais. OK. Et donc voilà, si on arrive à tenir le timing, à 11h45, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Juste quelques petites précisions techniques. La session, elle est enregistrée, c'est pour pouvoir la remettre ensuite en ligne sur le site internet de l'agence, et que d'autres collectivités puissent bénéficier de ces échanges. Donc à la fin de la présentation, vous pourrez lever la main pour prendre la parole, pour qu'on répartisse bien les questions. Et puis juste essayer peut-être de faire attention à ce que vos micros soient bien coupés, surtout pour la première partie, pour éviter les petits bruits parasites. Voilà. Je vais commencer tout de suite par vous présenter rapidement donc, la démarche territoire engagé pour la nature, en sachant qu'il y a déjà un webinaire qui est en ligne sur YouTube, et donc vous retrouverez le lien sur le site de l'agence de présentation du dispositif. Donc là, je vais vraiment être très très rapide. Territoire engagé pour la nature, c'est un dispositif qui a été créé par l'Office français de la biodiversité, un dispositif national qui est animé régionalement et porté par un collectif en région qui regroupe l'Office français de la biodiversité, la région, la DREAL, les agences de l'eau et la RAB. En deux mots, territoire engagé pour la nature, ça s'adresse aux collectivités, aux communes et aux communautés de communes qui ont décidé d'avoir un programme d'action en faveur de la préservation de la biodiversité. Donc ces actions, la collectivité s'engage à les réaliser dans les 3 ans qui viennent. Et il n'y a pas la collectivité peut très bien partir de zéro. On est vraiment dans une logique d'amélioration dynamique, d'amélioration continue. Les thématiques qui devront quand même être couvertes dans le programme d'action sont les suivantes. L'aménagement du territoire, comment à travers un projet d'aménagement, l'aménagement d'une place dans le centre-ville, le réaménagement d'une friche. Voilà, dans ce genre de projet, la commune va pouvoir intégrer la préservation de la biodiversité. La deuxième thématique, donc la biodiversité locale. Donc là, on va plus être sur des actions liées soit à l'amélioration de la connaissance de la biodiversité à travers des inventaires, la mobilisation des sciences participatives, la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Ça peut également passer par des formations des agents ou des élus communaux sur l'amélioration de l'identification des espèces exotiques envahissantes et la gestion de ces espèces, par exemple. Et enfin, la dernière thématique, le dernier axe qu'on va devoir couvrir, c'est la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire trouver une ou plusieurs actions qui vont permettre de faire de la sensibilisation, de toucher, par exemple, les scolaires ou le grand public à travers une fête de la nature, la mise en place d'une aire terrestre éducative dans une école, par exemple. Donc ces actions, elles peuvent être plusieurs, sur chaque axe, on peut avoir plusieurs actions. Nous, on va juste, pour évaluer votre dossier de candidature, pour évaluer votre programme d'action, on va juste s'assurer qu'il est bien proportionné aux moyens humains et financiers de la commune.
qui va bien au-delà aussi des obligations réglementaires et qui sont en cohérence avec les orientations des politiques publiques, au premier rang desquelles on retrouve la stratégie régionale de la biodiversité. Voilà, et donc juste en termes de plus-value de cette reconnaissance territoriale engagée pour la nature, donc elle va vous permettre d'avoir une visibilité, de donner à la commune une visibilité sur la démarche, les engagements qu'elle a pris en faveur de la biodiversité, et ça va également vous permettre d'intégrer le club des engagés, de pouvoir échanger avec d'autres collectivités qui ont mis en place des actions et pour pouvoir bénéficier de retours d'expérience. On organise des sortes d'éductours. On va visiter des communes qui ont mis en place certaines choses ou qui ambitionnent de réaliser certaines actions. Voilà, on essaye de faciliter ce partage d'expérience au sein de la région. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive à 19 lauréats. Alors je sais qu'il y a madame, j'ai oublié son nom, mince, Petit Jean, qui est présent de Châtel-Sans-Soir. Donc, c'est pas encore informé par mail ou même par courrier, mais votre candidature a été examinée vendredi dernier et vous avez bien été, elle a bien été validée. Donc on est aujourd'hui à, depuis 5 jours là, on est bien 19 lauréats. Donc vous avez la carte sous les yeux. Et les deux derniers sont Vincent Froideville et Châtel-Sans-Soir. Alors, comment candidater? Donc, je vais juste basculer 2 secondes, c'est ma dernière slide, sur la page sur le portail de l'Agence régionale de la biodiversité. Vous avez un onglet qui est spécifique à la reconnaissance territoire engagé pour la nature dans Accompagner vos projets. Vous avez donc le dispositif territoire engagé pour la nature. Donc, vous retrouverez sur cette page une présentation du dispositif, donc dans les grandes lignes, ce que je viens de vous expliquer. Vous retrouverez juste des petits témoignages en bas de page des 3 premiers lauréats. Donc c'est pareil, ça vous permet peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le dispositif, de mieux comprendre en quoi il consiste. Et puis vous avez en milieu de page un lien qui renvoie directement sur la page dédiée aux candidatures, où là vous avez, on donne un peu les grandes étapes, les grandes phases de la candidature et les liens vers les documents que vous pouvez télécharger pour candidater. En sachant que la première, s'il y a des personnes qui découvrent là le dispositif, la première étape qu'on conseille, c'est de prendre contact avec nous pour un premier échange, soit visio, soit en présentiel, pour faire un premier point. Voilà. Je ne vais pas être plus long sur cette présentation du dispositif TEN, en sachant que si vous avez des questions, encore une fois, on pourra y revenir tout à l'heure en deuxième partie du webinaire. Et je vais tout de suite passer donc maintenant la parole à Maëlle Bernand qui va vous présenter le fond vert. Je passe ma souris. Tu as déconnecté la présentation. Ah, j'ai touché, excusez-moi. Je crois que le câble est sensible. En touchant la souris, ça va revenir. Sinon, ça clignote bien. Ça clignote, je sais. Ça fait le... Ah, excusez-moi. C'est bon, excusez-moi. C'est bon, tu veux dire? Ah oui, excusez-moi, c'est à partir du début. De la diapositive actuelle. Merci. Ok, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter le fond vert. Alors, c'est 3 mesures qui vont contribuer à la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc, la première, c'est la renaturation des villes et des villages, donc, qui se base donc, sur le constat que les espaces urbanisés sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Et donc, du coup, dans l'idée, c'est de se baser sur les solutions fondées sur la présence de nature en ville pour réduire ces vulnérabilités. Et donc, c'est d'améliorer la résidence des villes et des villages face au changement climatique. Voilà, donc les caractéristiques du projet, donc en fait, c'est des projets principalement de désimperméabilisation des sols. Voilà, donc c'est de préserver et recréer les fonctionnalités écologiques des espaces de nature. Voilà, ça doit être situé dans des espaces urbanisés et c'est d'adapter les sites d'implantation et ses alentours aux impacts des changements climatiques locaux. Donc, au niveau des actions, on peut avoir par exemple des renaturations de cours d'école, voilà, tout ce qui est désimperméabilisation des sols, voilà. Donc, on a plein de types de projets différents.
Voilà, donc pour celle-là. Ensuite, les deuxièmes mesures. Donc la mesure, je vais un petit peu vite, désolée. Protéger et restaurer les espaces naturels. Donc il y a 2 sous-mesures. On a mettre en œuvre la stratégie nationale pour les aires protégées. Donc avec dans l'idée d'atteindre la gestion de 10% d'aires protection forte et la mesure de restaurer les écosystèmes terrestres dégradés. Voilà, donc en cible, on va avoir des opérations d'investissement, d'ingénierie associée, et donc voilà, il y a aussi des actions qui ne sont pas éligibles, tout ce qui est connaissance, fonctionnement, animation de structure et les compensations réglementaires. Voilà. Et puis, alors attends, on a un souci. Et la troisième mesure, donc réduire les pressions sur la biodiversité de votre territoire. Donc il y a 4 sous-mesures différentes. Donc une qui concerne tout ce qui est plans nationaux d'action pour la conservation et la restauration d'espèces menacées et plans assimilés. Voilà, donc du coup, tout ce qui rentre dans les PNA. On a des actions de protection pour les insectes pollinisateurs. Il y a aussi une mesure donc, pour tout ce qui est rétablissement des continuités écologiques. Et enfin, une dernière mesure pour tout ce qui est lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc pareil, on va être sur des opérations d'investissement, d'ingénierie associée, et puis tout ce qui n'est pas éligible, donc c'est des actions de connaissance et de fonctionnement et d'animation des structures, et aussi tout ce qui est juste compensation réglementaire. Voilà. Donc pour tout ce qui est protéger et restaurer les écosystèmes et espaces naturels, donc on va être sur des actions, tout ce qui est PNA, on va être sur des actions de sauvegarde, conservation, réintroduction, renforcement d'espèces, et c'est dans les PNA et assimilés, donc hors grands prédateurs. Pour tout ce qui est protection des insectes pollinisateurs, on va être sur de l'implantation de couverts herbacés, voilà, des linéaires végétaux favorables aux insectes pollinisateurs, voilà, dans les espaces non agricoles, donc ça c'est clair, en ciblant les dépendances vertes et une infrastructure linéaire sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on va avoir la mesure rétablissement des continuités écologiques, donc, qui est la réabsorption des principaux obstacles pour la continuité écologique identifiée donc, comme prioritaire à l'échelle régionale. Et enfin, on a tout un volet lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qui sont les opérations locales et de gestion et d'éradiction des populations d'espèces exotiques envahissantes pour lutter contre ces espèces pour leur capture et leur élimination. Voilà. Donc, au niveau de comment ça se passe, en fait, donc, on est sur l'instruction conjointe entre l'ADRIAL et les agences de l'eau. Donc, ce qui fait qu'on a chacun des petites différences. Donc, pour la mesure renaturation, on a un taux de subvention maximum, on a un seuil minimal de dépôt de 10 000 euros, avec un taux de subvention de 30%, 40% pour les projets les plus exemplaires. Et alors, bon, je vous le dis à l'oral, c'est pas encore acté officiellement, mais à partir de donc à partir de l'année prochaine, pour les communes qui sont communes et collectivités qui sont dans le dispositif TEN, on pourra monter à 50% du taux de subvention maximale. Voilà. Donc, pour les 2 autres mesures, protéger et restaurer les espaces naturels et réduire les pressions sur la biodiversité de votre territoire. Donc, on peut aller jusqu'à un taux de subvention maximale de 80% pour les collectivités. Et puis, le seuil minimal va dépendre en fait de chaque sous-mesure. Voilà, donc, ça va dépendre si c'est une instruction plutôt en agence de l'eau ou plutôt en DREAL. Donc, on va avoir des seuils de 10 000 euros pour certaines sous-mesures et pas de seuil pour d'autres sous-mesures. Donc, pour toutes les infos là-dessus et pour tout complément d'information, on peut savoir que donc, maintenant a été publié cette semaine sur le territoire. Donc là, vous avez l'adresse et le territoire Fonds Vert. Donc, pour ces 2 dernières sous-mesures, on a publié les déclinaisons régionales cette semaine. Donc du coup, pour ça qu'elles n'apparaissent pas sur le slide, mais vous les retrouverez sur Aide Territoire Fonds Vert, ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations complémentaires sur les modalités de candidature, éventuellement aussi les personnes contact, des personnes ressources en plus, si vous avez besoin de compléments d'informations pour monter votre dossier. Et enfin, donc, du coup, pour candidater, en fait, donc ça se passe sur Aide Territoire Fonds Vert, vous avez le bouton candidater à l'aide et ça va vous ramener donc, sur le site de démarche simplifiée. Et c'est à partir du site de démarche simplifiée, vous commencez un nouveau dossier et là vous allez remplir, donc vous demandez pas mal de documents que vous allez remplir et ensuite on va pouvoir, le dossier comme ça l'aide sera demandée. Voilà.
je vous laisse. Super. Merci beaucoup. Je vais éviter de toucher à l'ordinateur. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur d'Alençon et Madame Karine Coudry de la région. Voilà, pour présenter donc les dispositifs verger de sauvegarde, bocage et paysage, pollinisateur et renaturation. Et c'est Monsieur d'Alençon, c'est vous qui commencez, c'est ça? Oui, c'est bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, moi, je suis Monsieur Alençon, je suis expert technique biodiversité à la région Bourgogne-Franche-Comté et je m'occupe de deux programmes essentiellement, un qui s'appelle Bocage et Paysage et un qui s'appelle Verger de sauvegarde. Et sur ces deux programmes, on a des taux d'aide bonifiés pour les communes qui sont soit labellisées TEN, soit qui sont engagées dans la démarche TEN. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter ces deux programmes-là. Le premier programme, c'est Bocage et Paysage. C'est sur des programmes de replantation, d'alignement d'arbres, de haies bocagères, d'arbres isolés et de bosquets, avec des plantations minimum, soit de 20 arbres de 100 mètres de haies, et avec des plantations maximum de 200 arbres et 2 km de haies. Sont également éligibles donc les plantations de bosquets. Sur ces différentes plantations, on apporte un taux d'aide minimum de 50% des dépenses éligibles. Pour les collectivités, ça sera sur le hors taxe. Ce taux d'aide peut être bonifié à 60% sur certains projets lorsqu'il dépasse certains critères, tels que avoir plus de 1000 mètres de haies replantées, faire intervenir un chantier ou une entreprise d'insertion. Donc voilà, il y a différentes clauses possibles. Et puis pour les collectivités engagées dans la démarche TEN, on bonifie jusqu'à 70% du programme. Sachant qu'en plus, pour certains projets qui seraient dans certains départements, notamment les départements 21, 25 et 71, il y a une aide complémentaire qui est apportée par ces départements-là pour aller jusqu'à 80% d'aide publique. Et sous un format de guichet unique où la demande d'aide faite auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté vaut également demande auprès des départements sans aucune démarche à faire auprès des départements. C'est systématique et automatique. Après, sur les subventions octroyées, on a un plancher minimum de 500 € par projet et un plafond de 200 € au mètre linéaire pour les plantations de haies et pour des plantations d'aliments d'arbres ou plantations d'arbres isolés de 200 € par arbre. Sur les variétés et les essences éligibles, on est uniquement sur des essences forestières. Tout ce qui est résineux, ou variétés ornementales et fruitiers sont exclus de l'aide régionale. Et on demande, pour qu'il y ait une approche de biodiversité, une diversité des essences implantées avec un minimum de 6 essences. Après, tous les projets, on est sur des espaces hors zone urbaine ou urbanisée ou du parcellaire bâti. On est vraiment sur des espaces agricoles, ruraux et agraires. Et puis sur les dépenses éligibles prises en compte, on va être sur tous les plans forestiers du projet et ce qui est associé à ces plans pour la plantation, les protections individuelles des plants, les tuteurs, le paillage quand il est naturel et biodégradable, et tous les travaux liés à la plantation qui soient préparatoires, travail de sous-solage et de labour de l'emprise de la haie, et puis après la main-d'œuvre pour la plantation, les travaux de plantation. Donc voilà pour la présentation de ce premier programme. La diapo suivante, il y a deux petites photos qui illustrent mes propos. On a un exemple d'alignement d'arbres qui est réalisé en plantation intraparcellaire. Et puis, on a un deuxième exemple de plantation d'une haie bocagère qui est entre deux parcelles en interparcellaire. Là, c'est une haie qui a été financée dans le cadre de notre programme. Après, un deuxième programme d'aide qui est le programme Verger de sauvegarde. Là, on est pour des collectivités sur des plantations d'arbres fruitiers en variété ancienne locale de Bourgogne-Franche-Comté, compris entre 15 et 20 arbres fruitiers. On peut associer au projet la plantation de petits arbustes à petits fruits, type groseillier, framboisier, cassissier, vigne, autant que d'arbres fruitiers, et aussi associer au projet la plantation de haies mellifères jusqu'à 100 mètres de haies qui entourent ces plantations de vergers.
En option, on peut également financer dans ce cadre-là des aménagements complémentaires, des implantations de nichoirs jusqu'à 3 nichoirs, de ruches et aussi de la signalétique pédagogique autour des armes, type panneau d'identification des essences replantées ou un panneau d'accueil de site. Excusez-moi. Après, sur ces projets, on a un taux d'aide minimum qui est apporté sur les dépenses éligibles de 60%. Et tout comme l'autre programme, on a une bonification de l'aide pour les communes engagées dans la démarche TEN, et on passe à 70% d'aide. Et également, comme l'autre programme est uniquement pour le département 71 et le département 25 également, qui vient de s'y rajouter depuis le 1er janvier, on a... ah non, pardon, pas pour les vergers de sauvegarde. On a uniquement le département 71 sur les vergers de sauvegarde. On a un taux d'aide qui est aussi complémenté par le département pour 80% des publics et également sous un système de guichet unique. Sur les subventions accordées, on est également sur un plancher minimum de 500 € par subvention et on a des planchers maximum de 100 € par arbre, 20 € par petit fruit, 20 € par mètre linéaire de haie, un plafond de 300 € pour une ruche et de 2000 € de signalétique. Ce qu'on demande après sur les dépenses éligibles, on demande que les projets ne comportent qu'un seul arbre par variété fruitière. Sur ces variétés fruitières, forcément, il faut que ce soit des variétés anciennes, locales, qui sont adaptées aux contraintes locales, climatiques, pédologiques. Et puis, sont pris en charge dans les dépenses éligibles le coût du plan fruitier, de tout ce qui est associé, protection individuelle, tuteur paillage, et également, comme pour bocage et paysage, les travaux de plantation, travaux préparatoires, ouverture des fosses de plantation et les travaux de plantation derrière. Voilà ce que je peux vous dire sur ce deuxième programme avec en slide suivante des petits exemples de réalisations faites et financées. Un projet dans le Doubs en 2019, un projet dans l'Yonne avec, vous voyez, des plantations avec des protections tripodes. Après, vous avez dans la Saône-et-Loire un projet où on voit de la signalétique apposée au pied des plants et des arbres. Et puis un autre exemple de panneaux signalétiques financés à Frontenau en Saône-et-Loire, un panneau d'accueil de site. Voilà, après je suis à votre disposition sur les questions dans le chat en fin de diaporama, en fin de présentation. Merci à vous tous. Merci, M. D'Alençon. Parfait. Passe la parole à Mme Poudry maintenant. Oui, bonjour. Moi, je suis chargée de mission expertise biodiversité dans le même service que Didier. Juste pour faire le lien avant d'arriver sur ce dispositif de renaturation, dans le dispositif que Didier vient de présenter sur bocage et haies, il y a une action aussi spécialement ciblée sur la trame verte et bleue. Qui intègre aussi une bonification pour les TEN, le pourcentage et les actions qui sont liées à études, travaux, et autres spécificités sur la trame verte et bleue atteignent 70% et dans le cadre d'un dossier TEN peut monter à 80%. Voilà, c'était juste une petite spécificité que je me suis permise de rajouter, puisque la présentation sur laquelle je vais poursuivre parle plus spécifiquement du dispositif de renaturation ainsi que de celui de pollinisateurs. Donc sur le dispositif régional de renaturation, il a été donc déployé au sein de la direction de l'environnement depuis déjà 4 ans et il est à ce jour encore sollicitable jusqu'en fin 2026. Donc comme vous pouvez le voir, les objectifs principaux sont vraiment des objectifs d'intégrer la biodiversité au cœur des programmes d'aménagement, bien prendre en considération que le fonctionnement des écosystèmes prévaut sur les grands travaux et tout ce qui peut être de l'urbanisme pur, surtout au niveau des aménagements et réaménagements des espaces publics. Donc l'idée effectivement c'est de pouvoir créer des espaces de nature qui permettent aussi un cadre de bien-être et un cadre de vie supplémentaire pour les personnes qui peuvent aussi être amenées, les habitants ou autres à s'y rendre. Donc, pour pouvoir arriver à
à apporter donc de la renaturation, l'idée c'est de végétaliser, mais pas forcément verdir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une expertise reconnue sur le triptyque sol, terre, on va dire sol à travers, voilà, par exemple, les fosses dans lesquelles les arbres sont plantés. Enfin voilà, quand je dis sol, terre, c'est ce niveau-là, mais aussi la végétation qui est adaptée, la notion aussi de végétation locale adaptée, c'est-à-dire pas, c'est un programme en fait pour que les écosystèmes fonctionnent entre les végétaux et les animaux qui sont présents. Donc on va pas forcément non plus sur des actions qui mettent en avant que de l'ornement au niveau de la végétation, pour que cette symbiose puisse quand même perdurer. L'ornement venant souvent des végétaux qui viennent souvent de pays autres que les pays européens. Et l'idée, c'est effectivement aussi de pouvoir intégrer la faune ordinaire locale, souvent sur des programmes comme ça d'aménagement de renaturation en ville. Donc ça peut être une agglomération, ça peut être en fait n'importe quel espace urbanisé ou un petit village rural, hein, mais l'urbanisation à travers des aménagements permettrait à cette faune ordinaire déjà existante de pouvoir aussi réapparaître dans des espaces où elle n'était pas présente auparavant. Donc voilà un petit peu les grands axes principaux et puis les actions à mener. Et sur la diapositive d'après, merci. Effectivement, elle reprend donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est de la requalification d'espaces publics qui intègre des aménagements de biodiversité et qui intègre aussi un fonctionnement d'un écosystème et pas forcément une simple plantation d'arbres à haute tige. C'est pas un dispositif qui accompagne 1000 arbres parce qu'il y a eu 1000 naissances dans un village. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est plus global. Donc les bénéficiaires, vous avez les structures qui sont notées, les communes, les EPCI, les associations. L'accompagnement financier, il est de 50%. Et je vous ai aussi mis, normalement, il y a les liens après aussi, vous pourrez retrouver au niveau du PowerPoint pour pouvoir aller récupérer l'aide sur le site de la région, sachant qu'il est noté aussi que en cas de programme et d'un cas de projet à déposer, il est fortement conseillé de prendre contact donc avec moi au préalable pour qu'on puisse déterminer techniquement de l'éligibilité, sachant aussi que ce dispositif de renaturation est soumis aux éco-conditions de notre règlement budgétaire et financier qui met en avant des spécificités sur la thématique eau, la thématique biodiversité, et que c'est plus simple pour tout le monde si on travaille en amont entre techniciens au préalable du dépôt de dossier de demande de subvention. Donc ça, c'était le premier dispositif et j'ai mis aussi quelques illustrations par rapport à quelques projets qui ont déjà été subventionnés. Sur les années passées, on a une enveloppe dédiée et en général, les projets, on les compte à une dizaine par an. Parce que c'est des projets d'aménagement, donc déjà ça met beaucoup de temps à être construit entre l'avant-projet sommaire et le dossier de consultation des entreprises. Les illustrations, en fait, c'est un plan de masse sur une commune, donc à Magny-sur-Tille, pour pouvoir aussi bien avoir une idée de l'évolution qu'il peut y avoir entre avant et après. Et en fait, j'ai pris l'illustration de Magny-sur-Tille parce qu'ils sont aussi en bord d'eau. Et le cours d'eau, en fait, avec l'intégration aussi qu'il peut avoir avec l'espace renaturé. Et l'autre illustration, c'est parce que c'est quand même aussi un dispositif sur diminuer les îlots de chaleur. Donc, il y a des porteurs de projets qui ont aussi une stratégie sur la lutte contre les îlots de chaleur avec des cartographies et ça peut être aussi une entrée de ce dispositif-là. Donc ça, c'était pour la renaturation. Et puis l'autre dispositif aussi que je suis, qui est dans notre service biodiversité, c'est le dispositif pour d'accompagner les pollinisateurs sauvages. Donc là aussi, on intervient sur l'amélioration et le partage des connaissances des pollinisateurs sauvages. C'est dans le cadre du plan national d'action lié aux pollinisateurs. En région, on a mis en place un dispositif depuis 2022 permettant de pouvoir justement décliner des actions sur cette thématique des pollinisateurs sauvages. Donc ce n'est pas un dispositif qui accompagne l'apiculture et les abeilles domestiques, qui sont, eux, sous une filière qui peuvent être pris en compte au niveau de la direction de l'agriculture à la région.
Et sinon, comme vous pouvez le voir, les opérations éligibles, en fait, ça répond à des grands enjeux qui correspondent à la préservation, l'évitement du déclin, enfin tout ce qui permet effectivement d'avoir un habitat plus favorable pour les espèces de pollinisateurs sauvages. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir apporter une sensibilisation et une communication pour que ce soit quelque chose qui puisse aussi être mieux connu par la population qui jusqu'à maintenant avait beaucoup plus de connaissances peut-être sur les abeilles domestiques que sur les pollinisateurs sauvages. Donc voilà les objectifs et les opérations éligibles. Et par la suite, sur la diapo d'après, on en arrive aux bénéficiaires. Donc les bénéficiaires, c'est effectivement les associations, les collectivités, les établissements qui sont des organismes professionnels ou scientifiques. L'idée, c'est qu'on peut atteindre 100% de subvention des dépenses éligibles. Alors 100% en dehors des collectivités qui sont, elles, soumises au CGCT. Et sinon aussi, on a un seuil de subvention régionale minimum d'attribution de subvention qui est de 5 000 euros. C'est pour pouvoir en fait mettre en avant aussi des projets globaux et structurants et pas aller sur une action aussi qui ne soit pas avec une interaction un peu plus générale que simplement une action précise. Donc la même chose, il y a sur le guide des aides de la région, il y a le dispositif que vous pouvez télécharger et toujours pareil, au niveau du contact, il est aussi très fortement proposé de me contacter en amont pour qu'on puisse aussi travailler ensemble sur les pièces à déposer, le contenu à construire, sachant qu'on n'a ni dans le dispositif renaturation, ni dans le dispositif pollinisateur un CERFA ou quelque chose de type en particulier, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Madame Coudry. Hop. Ah oui, il y avait quelques projets. Je ne sais pas si vous vouliez en dire deux. Oui, pardon. Il y avait quelques projets, c'était pour illustrer. C'était toujours là, c'était pour donner des idées, effectivement, pour comment on a pu agir pour les pollinisateurs en ville, comment on a pu améliorer la connaissance à travers aussi un nombre de dossiers et puis le nombre de subventions accordées. Et vous voyez qu'en fait, les porteurs de projets, c'est effectivement des associations, mais on a eu, par exemple, une collectivité. Enfin, voilà, là, c'était pareil. C'est pour illustrer. On a participé aussi aux Assises nationales des insectes pollinisateurs à Besançon. Donc ça a aussi pris une envergure nationale. Mais voilà, je laisserai. Je me permettrai de compléter s'il y a besoin plus tard. Bon, les questions, très bien. Impeccable. Mais je vais passer la parole maintenant à Philippine, qui va vous parler du dispositif ABC. Oui. C'est que Philippine, excuse-moi. Si ça ne t'embête pas, on va inverser. On va passer c'est à ce la. que j'avais proposé. Parfait. Oui, ah ouais, parfait. Très bien, c'était d'accord. Alors, je vous demande 2 secondes. Je vais aller chercher les slides. Tac. Hop. Et donc, petit changement de programme. Donc, je passe la parole à Madame Clotte pour nous parler des financements proposés par l'Agence de l'eau RMC. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je vous transmets les excuses de Lionel Perrin, qui est votre interlocuteur régional au niveau de la délégation de Besançon, normalement sur la biodiversité. Donc moi, je suis au siège et je pilote la politique liée effectivement à la trame turquoise, donc à la biodiversité au sein de l'agence de l'eau RMC. Oui, comme il n'a pas pu être là, mais donc du coup, je prends le relais. Voilà, simplement au niveau des aides de l'agence, au niveau de la biodiversité, c'est-à-dire que, et donc ce sont les modalités qui vont au-delà de nos aides classiques que vous connaissez au niveau des collectivités, qui sont liées à la restauration des cours d'eau pour l'atteinte du bon état, avec des mesures qui pourraient porter sur la morphologie, la continuité aquatique ou les zones humides. Je le rappelle quand même, puisqu'on est quand même très présent là-dessus. Mais on a élargi notre politique d'intervention à partir de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature, des paysages en 2016. Et depuis, on a mis en place des appels à projets annuels qui ont permis de financer ce qu'on a appelé la restauration de la trame turquoise. Alors donc ce thème trame turquoise, c'est un terme qu'on entend maintenant assez régulièrement. Il faut pas se faire peur là-dessus. On est sur la trame verte et bleue, c'est-à-dire c'est tout ce qui va permettre de restaurer la continuité écologique pour les espèces qui sont inféodées au milieu aquatique et humide. C'est-à-dire qu'au niveau de l'agence de l'eau RMC, on reste sur ce sujet humide et aquatique, mais on sort de la trame bleue et on va sur le terrestre pour accompagner le cycle de vie des espèces qui sont inféodées au milieu aquatique et humide. Voilà, et donc depuis 2019, on a des appels à projets récurrents tous les ans. On peut avancer la slide, merci.
Voilà, donc là j'ai un petit schéma de la trame turquoise simplement. Hein, vous voyez là on est sur les amphibiens hein, qui ont besoin pour vivre, de s'abriter, de se nourrir, de se reproduire. Donc et donc pour ça ils ont besoin de mares, de haies et puis ils vont retourner hiberner ou hiverner en forêt. Vous voyez donc sur tout ces corridors et ces patchs là, ces habitats spécifiques, on va pouvoir accompagner la restauration des corridors et des habitats. Voilà, des corridors et des réservoirs de biodiversité, oui. Voilà, merci. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors là, je passe cette diapo-là. Simplement, sachez qu'on a un document qui permet d'aider à la définition de cette stratégie, donc qui vous permet de savoir comment faire si vous voulez vous lancer là-dedans. Voilà, on peut avancer. Hein. On pourra y revenir s'il y a des questions. Voilà, la nature des projets qui sont éligibles. On va avoir tout ce qui est lié, par exemple, au passage sous les voies hein, ou sous les ponts. Donc, on peut financer des loutres-ducs, on peut financer des crapauducs. On va financer, là, on voit la tortue, par exemple, qui a des problèmes d'habitat hein, pour pouvoir pondre correctement. On peut adapter l'habitat de ces espèces-là. On va pouvoir mettre sur ces secteurs qui manquent de haies et de mares pour la circulation des espèces, mais on va financer les haies et les mares. Et puis sur les répicilves, on voit que par exemple on a un chiroptère, enfin une chauve-souris là qui a du mal à s'y retrouver et à circuler, donc on peut aider la restauration aussi de la répicilve dans cet intérêt-là. Voilà, je vais passer la suivante, merci. On a une marque qui s'appelle le Marathon de la biodiversité, qui s'appuie sur des projets ambitieux. Et donc ça a commencé dans le Beaujolais. Le Beaujolais a son marathon annuel en fait, et ils ont eu l'idée de faire aussi le marathon de la biodiversité. Et du coup, on le déploie sur tout le bassin, sur tous nos bassins RM et Corse, enfin Rhône-Méditerranée et Corse. Il s'agit de réaliser 42 km de haies et 42 mares, hein, toujours dans l'intérêt de la trame turquoise. Voilà, et donc les collectivités qui sont prêtes à se lancer là-dedans peuvent bénéficier de nos aides également, avec un appui à la valorisation en fait. Hein. Alors ça ça marche très très bien au niveau presse et au niveau valorisation derrière. Hein. Pardon, je crois qu'à la suivante doit y avoir une cartographie. Voilà, hein, vous voyez par exemple, pour l'instant on a 14 marathons. Cette année, en 2024, on a encore 3 marathons qui arrivent. Voilà, ça nous permet de valoriser les opérations d'ampleur dans l'intérêt des espèces de la trame turquoise. Voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Pour l'instant, on n'en a pas, mais je crois qu'on en a un qui va apparaître là sur Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vous donne l'exemple de cette année, l'appel à projet qui a été lancé cette année, mais qui est maintenant clos. Et c'était réalisé de la même manière sur les 5 précédentes années. Hein. Donc la reconquête de la biodiversité associée à la trame turquoise. Donc on était sur la restauration de cette trame, on présentait les projets du 1er novembre de l'année jusqu'au 30 avril de l'année d'après. Le taux d'aide était de 70% avec un budget qui était important. On pouvait travailler sur toutes les pressions relatives à ces éléments-là, donc notamment hein, sur la pollution lumineuse le long de la trame turquoise, etc. Cette année, le jury s'est tenu récemment là, et effectivement, ce jury comportait donc l'ARB, l'ADREAL, la région, l'OFB, l'agence de l'eau, et on a vu l'avis des conseils départementaux sur ces projets-là. Je vous le dis simplement parce que effectivement, on va changer de programme à la fin de l'année. Fin 2024, on va passer au 12e programme en 2025. Voilà, si on peut passer la diapo suivante. Ah, pardon. Bon, ça, les collectivités sont tout à fait éligibles à tout ça. Oui, donc la suivante. Est-ce qu'on a les perspectives? Bon, je vous parlerai des perspectives après. En tout cas, pardon. Revenons en arrière. Pardon. Oui. Voilà, mettons ici hein, simplement pour faire le bilan de ce qu'on a aidé sur les 5 dernières années. Et la 6e année, c'est cette année-ci, on n'a pas encore le bilan puisqu'on y vient, mais donc on a aidé à peu près 300 projets, un petit peu plus maintenant avec 2024 sur tout ce qui est Rhône-Méditerranée Corse, et on en avait 35 sur Besançon avec un bon taux de réussite, hein, c'est-à-dire c'est les projets qu'on avait retenus qui étaient de 73%. Et puis, on a apporté 28 millions, peut-être cette année, on sera à 35 millions sur l'ensemble des bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Et pour Besançon, on a apporté 3,6 millions d'euros, ce qui représente à peu près 13% du total. Voilà, on peut passer à la suivante.
Ce sont des bons montants pour la biodiversité, hein. Et puis voilà, en exemple de projet, par exemple, on a le syndicat mixte Doulou qui a élaboré sa stratégie Trame Turquoise sur le périmètre du syndicat. Donc ça a coûté 51 000 euros. Non, on a apporté 70% d'aide, pardon, il faut la précédente. Voilà, on a apporté à peu près 50 000 euros d'aide, 70% d'aide. On a le conseil départemental de Haute-Saône, là aussi, qui a mis en place un passage à petite faune. Et là aussi, on a apporté 87 000 euros d'aide, ou le partenariat sur le bassin versant de l'Oignon avec les fédérations de chasse qui sont très très actives sur votre territoire. Et puis les chambres d'agriculture pour un gros programme de restauration de la trame turquoise sur la vallée de l'Oignon qui portera sur 2023-2027, avec presque 1 million d'euros d'aide. Mais on a aussi d'autres projets sur des réseaux de mares qui sont plus limités, mais qui peuvent aussi très très bien fonctionner. Voilà, donc ça c'était le type d'exemple de projet qu'on a financé. On peut avoir la suivante, merci. Donc simplement, ce que je viens de vous dire, c'est résumé dans ce petit film là que vous trouvez sur YouTube, qui s'appelle La biodiversité, c'est vital, agissons. Et c'est de là que sortent les pictogrammes que vous avez vus sur la présentation précédente. Voilà, et pour la diapo suivante qui doit porter sur les perspectives normalement. C'est une clé, voilà. Donc, comme effectivement ce dont je vous parle, c'est du 11e programme qui va s'achever là. Donc, le 12e programme est en préparation. Les tendances sont les suivantes. C'est de poursuivre ce travail sur la trame turquoise. Donc, faut pas s'inquiéter avec ce terme. C'est simplement un raccourci pour bien préciser qu'on finance la restauration des habitats et des corridors pour les espèces inféodées au milieu aquatique et humide. Donc, on sort de l'eau pure et on va sur le terrestre. On voudrait pouvoir aider les chargés de mission qui vont travailler sur ces projets d'envergure, enfin quand ils sont d'envergure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, on sort de l'appel à projet et on va aider selon les modalités actuelles classiquement, donc avec de l'aide au fil de l'eau. Voilà. Les suivantes ne sont pas nécessaires parce que je vois qu'on a eu la présentation sur le fond vert. Donc voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là pour la partie agence de l'eau RMC. Merci. Merci à vous beaucoup, Madame Claude, c'est parfait. Merci. Et donc, du coup, je vais revenir sur... Oui, la seule information qu'on peut dire en attendant la suite, c'est simplement que le fonds vert peut être complémentaire des aides de l'Agence de l'eau. C'est-à-dire que sur les différents sujets dont je vous ai parlé, au titre de la restauration de la continuité écologique. Très bien. Et donc, Philippine, ça y est, c'est à toi. Oui, je vais essayer de faire rapide. Donc, bonjour à tous. Merci, Mathieu. On peut passer la diapo. Je vais commencer par me présenter. Philippine Magnin-Fézeau, chargée de mission mobilisation des territoires au sein de l'Office français de la biodiversité à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif des atlas de la biodiversité communale, un dispositif donc qui est porté par l'OFB et qui permet aux collectivités d'acquérir certaines connaissances et de mobiliser ces citoyens lors d'un projet financé en partie par l'OFB. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le dispositif dans un premier temps et après, je vais expliquer de manière un peu plus approfondie les différentes modalités de financement, tout en allant assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un atlas de la biodiversité communale? C'est un dispositif qui a 3 objectifs: connaître, sensibiliser et agir pour la biodiversité. C'est un projet qui est réalisé par les collectivités, donc communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, sur 3 à 4 ans. Le projet en lui-même doit permettre d'acquérir donc des connaissances via notamment la synthèse des connaissances déjà réalisées en amont, donc les données naturalistes déjà présentes sur le territoire, mais également, donc ce projet-là d'Atlas de la biodiversité, il a aussi pour objectif de réaliser des inventaires complémentaires, donc pour compléter ces données, s'il y a des zones blanches, s'il y a des taxons qui n'ont pas été étudiés, etc. À l'issue donc de ce volet connaissances, l'objectif est de réaliser une cartographie des enjeux de la biodiversité locale sur le territoire concerné. Ensuite, il y a un autre volet indispensable au projet, c'est le volet mobilisation. Donc, durant les 3 à 4 ans du projet, l'idée, c'est de mobiliser les citoyens. On parle notamment du grand public, des scolaires, mais l'OFB porte une attention toute particulière aux candidatures qui présentent
donc la mobilisation du grand public, mais également auprès des élus, des associations, des acteurs du territoire, les agriculteurs, les forestiers, les pêcheurs, etc. Voilà. Donc, à l'issue de ce volet connaissances et mobilisation, il y a le volet plan d'action qui a, lui, pour objectif, à l'issue du projet, de réaliser une feuille de route à court, moyen, long terme de l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées à l'échelle de la commune pour favoriser la biodiversité. Autre diapo, s'il te plaît, Mathieu. Parfait. Donc là, je vais passer assez rapidement. C'est un schéma qui représente les différentes étapes d'un atlas de la biodiversité communale. Donc, en premier, comme je le disais, la première étape, c'est l'inventaire des connaissances, donc des données naturalistes déjà présentes sur la commune. Ensuite, on établit un plan d'action, un plan de prospection pour savoir où on va réaliser les inventaires, sur quel groupe, dans quel milieu. On va mobiliser les citoyens tout au long du projet. On réalise donc les inventaires. On formalise les résultats via une cartographie des enjeux. Et à l'issue donc de toutes ces étapes, mobilisation et inventaire, on établit un plan d'action qui est un élément clé pour l'action post-ABC. Et l'idée, c'est bien sûr de partager et de valoriser les productions de l'ABC au public à la fin du projet. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, à l'échelon national, là, c'est juste pour vous présenter un peu ce qui se fait. On a à l'échelon national 3600 communes qui sont recouvertes par un ABC. Et à l'échelon régional, c'est 187 communes. Donc, vous avez la carte ici. Bien sûr, vous aurez accès aux diapos, je pense, et à l'enregistrement. Donc, vous pouvez revenir sur cette carte. Mais l'idée, c'est que c'était de vous présenter cette carte pour éventuellement vous inspirer des projets qui sont pas loin de vos territoires. OK. Et donc là, c'était également une diapo présentant certains exemples d'actions un peu plus concrets qui se font sur la région, donc pour donner une idée. Donc, on a bien sûr les inventaires. En termes de mobilisation, par exemple, il y a Puisé-Forterre qui a réalisé une mobilisation naturaliste avec les 48 heures naturalistes où ils ont hébergé des naturalistes bénévoles pour inventorier certains secteurs de leur territoire. Il y a les Bertranges qui ont réalisé des apéros biodifs pour essayer de sensibiliser et d'attirer un public pas forcément sensibilisé aux questions de biodiversité, donc avec une nouvelle approche, l'approche de la nourriture. Et enfin, on a également eu donc, des conférences, par exemple, au musée avec l'ABC de Semur-en-Ossois. Mais il y a d'autres animations qui sont possibles auprès des scolaires, des aînés, des élus et des acteurs, comme je le disais, des chantiers participatifs, des ciné-débats, etc. C'est très, très large. En termes de rendu, on a toujours un rendu technique à l'issue de l'ABC. Donc, à l'issue des 3 à 4 ans de projet, on a un rendu technique à destination, par exemple, des élus. Et certains territoires, certaines collectivités décident également de réaliser des brochures de communication à destination du grand public pour essayer de valoriser les résultats de ce côté-là. Donc là, c'est également pour vous présenter un peu une carte des enjeux, à quoi ça peut représenter, à quoi ça peut ressembler, et un plan d'action, donc avec l'ensemble des actions, là c'est par milieu, si je ne dis pas de bêtises, donc milieu aquatique, forestier, etc., avec l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées et qui peuvent être favorables à la biodiversité. Voilà. Donc là, je vais passer au financement. En 2024, on a une campagne inédite puisque le montant total de l'enveloppe est de 15 millions d'euros à l'échelon national. Voilà, donc elle a été multipliée par un certain nombre depuis celle de 2023. C'est encourageant. On a un plafond d'aide de 250 000 euros par projet. Alors ça, c'est à titre plutôt indicatif parce qu'en termes de budget global, on est plus autour de 40 000 euros par commune qui s'engage seule, suivant bien sûr ses moyens, suivant la superficie, etc. Et pour les communautés de communes, souvent le budget il est plus optimisé, et donc on est plus autour de 20 000 euros par commune concernée. Voilà. L'OFB est capable de vous accompagner à hauteur de maximum 80% des dépenses éligibles sur le projet.
Donc, quelles sont les dépenses éligibles? À peu près toutes les dépenses prévisionnelles qui sont directement liées à la réalisation du projet. Cependant, il faut faire attention, et c'est bien la période d'éligibilité, c'est pour les dépenses qui sont réalisées à partir du moment où l'OFB constate le dépôt du dossier complet sur démarche simplifiée, et pas les actions qui sont réalisées antérieurement. Et aussi, en termes de charge du personnel, donc le personnel permanent des entités publiques, par exemple une chargée 1 ou une chargée de mission au sein d'un établissement public en tant que personnel permanent, donc par exemple un fonctionnaire ne rentrera pas dans les dépenses éligibles du projet. Cependant, les personnels permanents qui ne sont pas au sein des entités publiques peuvent avoir leur quote-part de temps affecté au projet de manière éligible, et également le personnel contractuel non permanent et qui est spécialement recruté pour le projet, c'est éligible, tout comme les indemnités de stage également. Voilà, donc les projets, ils concernent toutes les collectivités et les établissements publics dans l'Hexagone, dans l'Outre-mer, et comme je le disais, c'est des projets de 3 à 4 ans. Le dépôt des dossiers se fait sur démarche simplifiée via le territoire tout au long de 2024, donc vous pouvez le déposer tout au long de l'année. Nous, on va au sein de l'OFB, au sein le jury, en fait, va instruire votre dossier à différentes périodes. La prochaine période, c'est septembre 2024, où on va donc instruire les dossiers. Et après, donc pour les dossiers qui seront déposés après septembre, et ben, ça sera instruit durant 2025. Voilà, donc on peut passer la diapo. Et donc là, il y a une série de petites ressources, mais il y a surtout mes coordonnées et je vous conseille également de me contacter pour toute question en amont de votre candidature pour qu'on puisse discuter ensemble des points forts d'une candidature et de votre calendrier prévisionnel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippine. Eh ben, c'est parfait. Donc, on a balayé. Alors, on a un petit peu de retard, mais pas tant que ça. On a encore une bonne demi-heure devant nous pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, vous avez accès aux mains levées. Je vais peut-être quitter la présentation ici. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en avait une dans le chat, mais je pense qu'on va pouvoir répondre rapidement. C'est une question pour savoir s'il y avait une carte commune en fait des territoires couverts par un ABC plus TEN, plus potentiellement avec pointage fond vert, bocage, etc. Non, ça n'existe pas, enfin en tout cas pas à ma connaissance. On a bien une carte des atlas de la biodiversité et une carte pour tout ce qui est dispositif engagé pour la nature. Donc territoire engagé, entreprise engagée pour la nature, mais on n'a pas de carte commune. Non, peut-être qu'ils croisent ces informations. On positionne le SIG on positionne les projets qui sont aidés au niveau SIG. Hein. Donc, c'est quelque chose qui serait facile à partager, à transmettre sur un outil. Oui, de notre côté aussi, donc pas de souci. Alors, on a aussi une remarque. Un ABC est un préalable idéal au dépôt d'un projet TEN, mais un TEN peut aussi élargir vers un... Alors, du coup, je pense qu'il y a une erreur dans les termes. Donc, effectivement, les deux projets sont complémentaires. Philippine, si tu veux compléter. Oui, bien sûr. Une fois la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale, on a un plan d'action. Donc, c'est totalement possible, avec ce plan d'action, de s'engager dans une démarche territoire engagé pour la nature en contactant Mathieu, Suzanne, ici présents. Voilà, mais c'est également possible de faire l'inverse, d'être territoire engagé pour la nature et de chercher et de vouloir mieux connaître la biodiversité de son territoire. Et dans ce cas-là, me contacter pour essayer de réaliser un atlas de la biodiversité communale sur son territoire. Donc, voilà, que ce soit dans l'objectif d'une candidature TEN ou dans le cadre d'une candidature TEN, tout c'est possible. Il n'y a pas d'autres questions?
ça a été très clair. On veillera à partager donc, la présentation PowerPoint. Donc, bien sûr, le webinaire sera mis en ligne. Et puis le PowerPoint aussi, on pourra le rendre accessible. Il y a une nouvelle question. Ah. Lors de l'élaboration du plan d'action issu de l'ABC, l'ARB peut flécher les dispositifs d'aide. Dans le sens accompagnement, je suppose. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Monsieur Pani. Oui, bonjour. J'ai envie de dynamiser le débat parce qu'il y a tellement de questions, mais peut-être qu'on n'ose pas les poser. Il y a beaucoup de dispositifs et tant mieux. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Parce qu'on nous dit souvent qu'il y a beaucoup de dispositifs de protection, il y a beaucoup de dispositifs de tout type. Là, on a vu qu'on avait quand même un certain nombre de dispositifs de financement, et ce qui est une très bonne chose. Il sera intéressant, lorsque vous transmettrez le webinaire, le diaporama, peut-être d'avoir les éléments des agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Mais c'est vrai qu'il a été très bien dit que là, on est à la fin du 11e programme, donc c'est peut-être des informations qui vont être mouvantes. Mais c'est vrai que si vous, suite à ce webinaire, vous pouvez rappeler les règles aussi sur les 2 autres bassins, ça couvre quand même les 2 tiers de la Bourgogne, de l'ex-Bourgogne, pardon. Juste une chose, moi je pense que c'est très important que les ABC, c'est le début de tout normalement. C'est une collectivité qui se dit, mais il faut que je connaisse mon territoire. Elle ne fait pas que de reprendre les inventaires existants au niveau régional, qui peuvent être descendants. Je penserai à l'inventaire des SNIEF, mais il y en a plein d'autres d'inventaires. Le réseau Natura 2000, c'est un inventaire avant tout. Vous avez des schémas d'espaces naturels sensibles. Je ne sais pas si dans les participants, il y a les départements aujourd'hui, mais il y a des départements qui font des analyses diagnostiques par territoire, parfois globaux, parfois très fins. Et c'est vrai que pour aider les collectivités à faire un ABC, là c'est une question peut-être vers Philippine, est-ce qu'en début d'ABC, quelqu'un à l'OFB ou l'ARB dit à la collectivité toutes les couches qu'elle a déjà? C'est ce que je crois, j'ai cru comprendre ça. Il y a certes Cigogne, mais parfois, il faut savoir manipuler tout ça. Et les collectivités n'ont pas forcément en leur sein propre une ingénierie, c'est-à-dire des agents, des fonctionnaires qui savent faire. Alors, la question, c'est les collectivités qui s'engagent, ont-elles une assistance un peu pour comprendre tout ça? Parce que parfois, on est devant un mur quand on n'a pas toute la culture d'ingénierie. Je sais, c'est vraiment une question, est-ce qu'en phase diagnostic, il y a une structure, OFB, ARB ou autre, qui donne les moyens à la collectivité de ne pas réinventer l'eau chaude? Et Bien pour sûr. finir, voilà, et je vais te laisser répondre, mais après, c'est aussi toujours pour animer le débat. En clôture d'ABC, il y a un plan d'action. Vous financez la rédaction du plan d'action, c'est ça, si j'ai compris? Oui. Parce que c'est souvent le type de finance qui manque. Ça a été dit, le fonds vert ne peut pas porter ça. Le fonds vert, il est là pour faire des aires protégées fortes. C'était une sous-mesure. Il est là pour financer des travaux de restauration. Il est là aussi pour financer des continuités écologiques. C'est peut-être là où c'est difficile pour les collectivités de cerner ce que le fonds vert peut prendre et ce que l'agence de l'eau peut prendre avec le système turquoise. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de plateforme téléphonique, un peu de quelqu'un qui sait tout, peut-être à la RB ou à l'OFB, pour aider la collectivité qui serait un peu perdue dans tous ces dispositifs, notamment celles qui n'ont pas participé aujourd'hui? Alors, la première question, c'était est-ce que la collectivité peut être accompagnée pour savoir où trouver les données, en quelque sorte, notamment l'ensemble des couches disponibles déjà existantes. Donc, bien sûr, notamment, en fait, la collectivité est rarement toute seule. Souvent, elle engage des prestataires. Et il y a une répartition des rôles au sein de ces prestataires. Soit la collectivité a les moyens humains, techniques pour coordonner elle-même le projet. Donc ça, c'est possible. Et la deuxième possibilité, c'est de charger un prestataire à la coordination du projet et à la réalisation de ce projet, bien sûr, tout en prenant en compte les idées des élus. Mais donc,
déjà, ce sera plutôt au coordinateur de projet qui soit au sein de la collectivité ou vers une structure prestataire à réaliser cet inventaire de données-là. La collectivité n'est pas toute seule. Et c'est aussi, et elles peuvent notamment se tourner, comme on l'a dit, vers l'ARB pour faire ce premier état des lieux. Enfin, souvent, c'est ce qui se réalise. La deuxième question, c'était une fois le plan d'action. Donc, est-ce que l'OFB finance le plan d'action? Oui. Comme je l'ai dit, c'est un des documents en fait obligatoires dans le rendu de l'Atlas de la biodiversité communale. Il doit également être validé par le conseil municipal. Ça aussi, c'est obligatoire pour en tout cas la validation de l'ABC et la validation des financements. Est-ce que vers qui se tourner pour en tout cas flécher l'ensemble de ces dispositifs-là? Je pense qu'il faut plus se tourner vers l'ARB dans ce cas-là, en tout cas. À l'OFB, on n'a pas en tout cas cette compétence-là, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, peut-être que Mathieu, tu souhaites prendre la parole. Vous êtes en train de développer un peu quelque chose dans ce sens-là. Oui, alors il y a effectivement un poste qui va se créer prochainement à l'agence. Je n'ai pas la date exacte encore. Pardon? Ah ben Luc pourra compléter. Donc c'est un poste d'ingénierie financière qui permettrait d'accompagner effectivement les collectivités et surtout les communes qui n'ont pas de services techniques pour bien identifier les dispositifs qui pourraient répondre à leurs besoins et les accompagner aussi dans la préparation des dossiers. Mais je vais laisser Luc, qui est directeur de l'ARB, compléter ma réponse. Oui, merci Mathieu. Là, donc je suis avec Audrey également qui complétera sur l'aspect hyper technique. Alors effectivement, dans le cadre du LIF Biodiv France, qui est porté par l'OFB au niveau national et qui est aidé au niveau local par une trentaine de structures, dont les ARB, il y a un certain nombre de postes qui s'appellent ingénierie financière et qui vont permettre partie à ce que Philippe demandait, qui est essentiel. Quand tu as un projet avec tes collectivités, quel type de financement peut s'appliquer pour mettre en œuvre ce projet-là? Donc, le poste qu'on va développer à l'automne et qui est en cours de discussion avec les financeurs, que sont l'OFB, la région et l'agence de l'eau, ce poste-là, en fait, ça nous semble intéressant de pouvoir y réfléchir à la fois en tant qu'aiguillage, vers quel type de financement on va, et puis les questions qui nous ont été posées, mais jusqu'où va aller le poste? Est-ce qu'il va faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Ce qui ouvre un champ des possibles qui est important. Hein. Il y a 3700 communes sur la région. Vous imaginez qu'un seul poste ne pourra pas subvenir à l'ensemble des projets qui seraient aidable par l'ARB et ses alliés financiers. Donc du coup, il y a un poste sur le LIF Biodiv France qui va être dédié à de l'ingénierie financière et qui va permettre de balayer un petit peu le travail pour mettre à plat tous les financements qui existent déjà, sachant, et ça je ne me ferai pas le porte-parole de mes collègues, mais sachant qu'à la région, il y a aussi une réflexion sur le sujet, et sachant que dans les services de l'État, il y a un dispositif qui s'appelle aide territoire.gouv.fr qui permet de référencer une partie seulement, puisque c'est pas une obligation, une partie des financements qui peuvent s'exercer sur un territoire. Donc, on va essayer à l'ARB de travailler avec nos financeurs pour mettre à plat au niveau régional le champ des possibles en termes de financement, mais je ne peux pas assurer que tous les projets pourront être aidés par une seule personne sur l'ensemble des 8 départements. Voilà Philippe, j'espère avoir répondu au moins en partie à ta question. Je pense que c'est important. Alors peut-être que c'est peut-être pas le sujet du webinaire et que je fais déborder, mais c'est vrai qu'on a des collectivités qui peuvent être très bien équipées en ingénierie, qui n'ont pas besoin d'AMO, et puis d'autres qui sont en très grande difficulté. Et Maëlle qui est présente et qui a présenté tout à l'heure pour la DREAL le fonds vert. Fonds vert qui est instruit pour partie par la DREAL pour certaines sous-mesures et puis pour d'autres par les agences de l'eau. Dans les cahiers des charges, il est bien indiqué que d'après le L 1111-1 du Code des collectivités territoriales, certaines petites communes sont exonérées de la règle des 80% si les services préfectoraux considèrent que c'est d'intérêt général, que c'est urgent, ou que si les communes ne sont pas viables financièrement, en clair qu'elles n'ont pas assez de moyens.
Maël, je crois que j'ai un peu résumé vite, mais c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit, quoi, en fait. Oui, Voilà. c'est ça. Et il y a aussi. Je crois que c'est moins. Non, je vais dire moins de 3500, je ne sais plus c'est combien d'habitants. Ouais, je crois qu'il y avait les intercommunalités de moins de 3500 de mémoire et les communes de moins de 500 dès lors qu'elles étaient en Natura 2000. Donc, vous voyez, c'est assez fin. Et ce genre de détail, si on le met sur tous les cahiers des charges, on s'y perd, hein, Maël. Mais c'est vrai que Maël peut renseigner pour le fonds vert. Tous les intervenants ici peuvent renseigner sur leur fonds. Mais si on veut pouvoir rayonner, et c'est inscrit dans la stratégie régionale biodiversité, hein, qui a été rédigée par la région avec l'État, c'est de rendre plus accessibles les fonds de toute nature et de coordonner mieux les fonds existants. Là, je ne sais pas si j'empiète aussi sur le territoire de Sophie Rousset qui était connectée, puis de Céolène Carboni, mais c'est vrai que la région a une place importante, et s'il manque une présentation ce matin, c'est le FEDER, qui peut embarquer aussi des gros projets pour la biodiversité, qui est instruit par le conseil régional. Mais je ne sais pas si Solène ou Sophie veulent dire un mot sur ce fonds. Moi, là, je ne le maîtrise pas forcément, donc... Ouais. Bon, en tout cas, c'est un fonds européen, on peut dire rapidement, et on peut interroger la région direction Europe, mais peut-être que Karen aussi. Oui, je peux vous aider si besoin. Merci Philippe. En fait, il y a l'axe 4 du FEDER dans le nouveau programme opérationnel, donc 2021-27, qui met en avant un soutien pour des restaurations, des préservations de corridors écologiques, de trams, des actions effectivement aussi qui sont liées plus à de l'investissement. Malheureusement, le FEDER ne va pas que spécifiquement sur la connaissance. Et je dis malheureusement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de financeurs qui accompagnent la connaissance, et c'est aussi un point important. Donc il y a des projets qui peuvent être accompagnés à l'échelle aussi après de livrables par la suite, de livrables spécifiques, mais c'est toujours cette entrée quand même aussi investissement qui est mis en avant. Il y a des comités de sélection et des dépôts de dossiers aussi qui sont au fil de l'eau. Il y a un plancher de 50 000 € de subvention par le FEDER, qui doit aussi être respecté pour pouvoir déposer un dossier. Et les interlocuteurs à la région, à la direction de l'Europe, sont Franck Rousselet au niveau de l'interlocuteur coordonnateur et chargé de mission. Et l'autre point aussi important au niveau du FEDER, c'est le FEDER Axe Urbain, qui met aussi en avant la notion d'infrastructure verte, et qui là est sur l'axe lié aussi aux organismes intermédiaires que sont certaines agglomérations ou aux pôles métropolitains, qui met aussi en avant la notion de renaturation et de lutte contre les îlots de chaleur. Donc en fait, en tant que chargée de mission expertise biodiversité, je collabore avec l'Europe sur ces dispositifs-là. Je terminerai, mais lors de la synthèse là, qui sera envoyée, c'est peut-être bien de pouvoir mettre le lien effectivement vers le cahier des charges du FEDER. C'est vraiment pour les gros dossiers, mais ça peut venir compléter des énormes projets. Mais là, je rends la parole parce que je crois qu'il y a M. Gaudinet qui a levé la main. J'ai une question et une main levée. Alors, je vais prendre la question. Une association doit-elle avoir une labellisation ou une reconnaissance particulière pour pouvoir réaliser un diagnostic ABC pour le compte d'une collectivité? Et si oui, cette ingénierie rentre-t-elle dans le financement de l'OFB? Philippine, je te laisse répondre. Alors oui, bonjour Monsieur Senot. Alors, une association doit-elle avoir une labellisation, une reconnaissance particulière? En termes de diagnostic, si vous entendez par diagnostic des inventaires réalisés dans le cadre d'un ABC, peut-être que vous pouvez prendre la parole également pour qu'on puisse échanger directement. Mais si vous parlez d'inventaires réalisés dans le cadre d'un ABC, ça peut être une association, mais ça peut être également un bureau d'études. Voilà, il n'y a pas forcément de reconnaissance particulière à avoir, mais par contre, il faut bien sûr que la structure elle justifie sa compétence si elle n'est pas déjà connue de nos services, parce qu'on a quand même des structures qui sont récurrentes et qui ont l'habitude de tenir ce genre de projet. Et voilà, donc si oui, cette ingénierie rentre-t-elle dans le financement OFB? Est-ce que les inventaires rentrent dans le financement OFB? Oui. Est-ce que j'ai bien compris votre question ou est-ce que vous parliez d'autre chose quand vous parliez de diagnostic ABC?
Oui, bonjour. Oui, c'était particulièrement, on a par exemple une association naturaliste sur notre territoire et savoir si elle pouvait réaliser toute la phase diagnostique de l'ABC, ça veut dire donc inventaire tout ce qui est déjà sur le territoire, plus Oui. les points plus précis sur le terrain quand il n'y a pas d'inventaire qui sont faits. Ok, alors en fait c'est à voir, vous pouvez, on peut en discuter ensemble, n'hésitez pas à me contacter si jamais. Euh, En fait, c'est à voir en fonction de ses moyens, si elle en a la capacité, si elle en a la compétence, si elle est déjà connue de nos services ou pas. Voilà, donc c'est à voir, oui, mais souvent, on a un groupe en fait d'associations qui sont très habituées à participer à ce type de projet, mais bien sûr, on est ouvert à de nouvelles structures de taille plus ou moins grande. C'est une association locale, Oui, très... local qui travaille sur notre PCI, qui est sur le Pays de Lure, qui est Ok. l'Alpen. Je ne sais pas si vous connaissez. Pardon? L'Alpen. L'Alpen, ok. Je regarderai ça. Par contre, il y a une autre question. Du coup, lors du dernier webinaire, vous aviez dit que ce n'était pas possible d'avoir une autre association que... Non, mais il avait été dit au dernier webinaire qu'effectivement, il y avait des associations qui étaient habituées du dispositif et que l'OFB pouvait mettre en contact avec ces associations-là, mais de mémoire, il n'a pas été dit que c'était interdit de prendre d'autres structures que celles qui sont plus habituellement prises pour ce genre de dispositif. Ouais. Sauf si elles ne sont pas compétentes dans la matière, mais sinon... mais peut-être que Madame Gourdin veut préciser sa problématique. Oui, bonjour. Oui, c'était par rapport à ça, effectivement. Je m'en souviens, la dernière fois, vous avez dit qu'il fallait avoir vraiment que l'association devait être agréée ou devait être labellisée pour pouvoir faire un ABC. Parce que nous aussi, on a 2 ou 3 associations environnementales qui peuvent faire des diagnostics, des inventaires sur place. Donc, on m'avait dit que c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre que là vous dites oui, après vous dites non, alors du coup je sais pas. Labellisé. Pardon? Labellisé, ok, écoutez, je reviendrai vers vous alors parce que si vous êtes madame, et puis il ne faut pas hésiter, en fait ça dépend vraiment de la taille, de la compétence de l'association ou de la structure concernée, mais aussi en termes de statut propre à l'association. Ça, il faudrait que je me renseigne s'il y a des interdits. Voilà, à voir. Monsieur Gaudinet, vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour. Je voulais juste prendre la parole parce que j'avais pris un rendez-vous avec Mathieu Suzanne. Je pense qu'il est à la réunion là. C'est lui qui est là. Oui, je suis là, oui. Okay. Oui, bon, j'en profite juste par cette réunion pour dire que j'en ai parlé au niveau de la communauté de communes. Et effectivement, on est partant pour fin août, début septembre pour revoir ce dossier-là et penser à un atlas intercommunal sur le territoire de nos 42 communes. Voilà. Donc, c'est ce que, si vous vous rappelez un petit peu, je l'envisageais simplement sur un petit secteur. Et là, on en a parlé, on l'a validé même en bureau. Donc, effectivement, on peut avancer dans ce sens-là. L'affaire est validée, donc, et on le validera officiellement au conseil communautaire sur septembre-octobre. Voilà. Donc, on est prêt à reprendre contact. Oui, c'est ça. Donc, peut-être qu'on fasse une réunion peut-être avec des membres de la communauté de communes, avec peut-être les Philippines également. Ouais. On reprend contact pour prendre date. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Merci bien. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Après, peut-être clôturer. Ah oui, il n'y a pas d'autres questions? Non. J'avais juste une dernière information à vous faire passer. Le mardi 17 septembre 2024, on vous propose une nouvelle rencontre, mais cette fois-ci en présentiel. Par contre, ce sera toujours sur ce thème des financements. Alors là, c'est sur une journée complète. Le matin sera consacré à des petits ateliers.
sur les financements. Donc, en grande partie, ceux qu'on vous a présentés ce matin. L'idée, c'est d'aller plus loin. Suite aux échanges qu'on a eus également, il y aura peut-être d'autres structures qu'on pourra essayer d'associer. Je pense au FEDER, là, c'est peut-être intéressant de les convier également à cette journée. Donc, le matin, on échangera peut-être un peu plus concrètement sur ces dossiers de financement. Et puis l'après-midi, on partagera l'expérience de la commune de Semur-en-Auxois dans le cadre de la réalisation de son ABC et de sa démarche territoire engagé pour la nature. Voilà, donc le 17 septembre, à Semur-en-Auxois, les inscriptions seront bientôt ouvertes. Voilà. Oui, Mathieu, je me permettrais juste de dire qu'il faudrait peut-être convier les conseils départementaux qui ont des politiques ENS et qui parfois financent les collectivités en direct dès lors qu'elles sont engagées sur un espace naturel sensible. La politique ENS, c'est aussi l'acquisition de foncier. Et si une commune, par exemple, voulait acquérir du foncier et le déclarer en ENS, certains départements soutiennent. Ce n'est pas forcément les départements qui achètent, mais ils soutiennent les collectivités qui achètent. Et ça serait important que dans vos ateliers, vous puissiez l'aborder. De même que important d'indiquer ici à tous, et puis le 17 septembre, mais dans toutes vos communications, c'est que si une collectivité veut acheter un terrain dont la transaction est assurée sous le regard de la SAFER, c'est-à-dire pas toutes les transactions, hein, mais une part des transactions en agriculture et qui peuvent comporter aussi des espaces forestiers, peuvent être, soumises à l'examen de la SAFER, même un certain nombre. Et si une collectivité veut faire une préemption environnementale, elle le signifie à la SAFER qui va interroger la DRAF et la DREAL. L'outil de préemption environnementale est inscrit dans le code rural. Donc les SAFER l'appliquent à la demande de la collectivité qui veut se rendre preneur pour une action particulière. Les épages, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure pour certains dans les exposés, font parfois de la maîtrise foncière de zones humides, mais ça peut être toute collectivité qui peut maîtriser tout espace qui passe sous la fourche codine de la SAFER. Donc ça, cette demande de préemption environnementale est très peu développée en Bourgogne-Franche-Comté. C'est surtout développé dans les régions qui ont des gros problèmes de périurbanisation, où les collectivités viennent demander la préemption environnementale, peut-être pas avant tout pour préserver la biodiversité, mais pour préserver des paysages ruraux. Donc ça, cet outil-là, il faut à tout prix le faire connaître. La DREAL, en 2016 ou 2017, avec les conservatoires, sauf erreur, avait animé une journée de séminaire sur l'outil de préemption. Et c'était donc lié à des finances, parce que qui dit préemption dit avoir des moyens. Donc je donne un exemple, une commune peut demander à préempter pour l'achat d'une zone humide, sans pour autant exclure l'agriculteur, mais la SAFER va donc solliciter la DREAL et la DRAF pour savoir si c'est effectivement éligible à une préemption. Et c'est l'article 8, hein, il y a une procédure, nous c'est l'article 8. Dans cette procédure, il y a d'autres articles, comme par exemple la lutte contre la spéculation foncière dans les espaces agricoles. Et l'autre article, c'est le soutien à l'équilibre des systèmes économiques chez les exploitants agricoles. Donc la SAFER peut faire une préemption, et je terminerai là-dessus, en usant de la lutte contre la spéculation foncière, du maintien on va dire, d'écosystèmes économiques de certains exploitants, et se rajoute à ça la préemption environnementale. Si, je n'ai pas donné d'exemple concret, mais on a déjà vu des communes qui ont souhaité acheter des prairies pour qu'elles ne soient pas construites et que ça devienne des vergers conservatoires, même communes qui ont été chercher une aide de la région, comme il est exposé par Bruno ce matin. Donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est cohérent et ça serait bien de l'avoir en cible le 17. Donc, les conseils départementaux pour leur politique ENS, et j'ai oublié de citer, les conseils départementaux peuvent utiliser aussi un droit de préemption, mais ce n'est pas du tout l'esprit en Bourgogne-Franche-Comté des collectivités. Elles préfèrent être à l'amiable, mais dans certains territoires de France, on a vu des droits de préemption mis en place aussi par les départements. Et bien sûr, qui dit droit de préemption, ça peut être au bénéfice de la collectivité locale avec une aide du département. Je suis un peu long, mais je crois qu'il faut rajouter donc le FEDER, les départements et l'outil SAFER. Bon, j'enrichis le débat. Oui, merci beaucoup pour vos éclairages.
Pas d'autres questions ou remarques? Ben, merci beaucoup de votre participation et des échanges. Et puis, soyez peut-être vigilants donc, aux inscriptions qui seront bientôt ouvertes pour cet événement de la rentrée. Merci. Au revoir à tous. Merci à vous.